Merci, bonjour à tous. Et merci au comité d'organisation, c'est toujours un plaisir. Et un plaisir toujours un peu particulier parce que c'est vrai que là c'est une année importante pour moi et chaque fois ces journées me rappellent à ma toute première communication orale. J'étais interne en 2e année, alors j'étais tout stressé. On m'avait appelé, en se trompant sur mon nom, on m'avait appelé Olivier. Bon, j'ai rien sur le prénom de Olivier, hein, Monsieur Morel. Mais bon, c'est quand même pas comme ça que je m'appelle. Merci. Ah oui, je peux pas. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler des limites en biométrie fœtale. C'est un sujet qui me semble finalement quasi philosophique, parce que c'est vrai en échographie, mais c'est vrai aussi en fait dans la vie. C'est important de connaître ses limites. Et pour ce qui est de l'écho, je crois que c'est vraiment important, quand on utilise un outil, de savoir ses limites afin de l'utiliser de façon pertinente et surtout avec discernement. Alors voilà les 3 questions auxquelles je vous propose de répondre. La première, c'est « sait-on peser ?» Ensuite, qu'est-ce qu'un poids normal? Et enfin, finalement, est-ce que le poids, c'est vraiment le problème? Alors première question, sait-on peser? Alors, vous savez, on donne toujours cette histoire de il y a 10% de marge d'erreur, machin. Je ne sais pas vous, moi j'avoue que j'ai compris récemment ce que voulait dire en fait cette erreur moyenne de 10%. En fait, c'est la moyenne de l'erreur. C'est-à-dire que quand on se trompe en moyenne de 10%. Donc parfois, on se trompe de 9%, parfois de 7%, parfois on se trompe pas du tout, on tombe pile sur le poids, mais parfois, on se trompe d'un peu plus que 10%. 11%, puis 20%, 30%, 50%. En fait, la moyenne, c'est 10%, mais ce que ça veut dire, c'est que dans la moitié des cas, on se trompe de plus que 10%. Donc vous voyez que c'est quand même une imprécision qui est assez importante. Et puis ensuite, il y a la question de la variabilité des mesures. Alors, je me suis inspiré d'une diapositive de Nicolas Morel au DU d'Echo. Donc là, vous voyez les variabilités intra- et interobservateurs des différents paramètres de biométrie qui sont mesurés. Et donc, si on prend par exemple la variabilité interobservateur et qu'on se met dans la pire position, la pire différence pour chacun des paramètres, eh bien d'un côté, on peut avoir un poids estimé à 1,8 kg et d'un autre côté, 2,4 kg. Donc c'est vraiment des différences qui peuvent être très importantes. Et alors, un cas pratique, moi, qui m'a complètement bluffé, ça m'est arrivé juste avant de préparer le topo. Alors on fait les échographies en fait en binôme avec des sages-femmes d'écho. Et puis bon, la sage-femme commence l'écho, puis on arrive, machin. Et alors voilà la mesure du PA. Alors on peut chipoter et tout, mais bon, je crois qu'on pourra tous dire que le PA, bon, c'est un cliché qui est tout à fait correct. Bon, moi, j'avais pas vraiment fait attention au fait qu'elle avait déjà fait les mesures, donc bon, je refais un PA. Je sais pas s'il est mieux, moins bien, mais bon, on va dire qu'il est correct aussi. Vous êtes d'accord? Eh bien, regardez, en fait, ce premier PA, c'est 336 mm, et celui que j'ai mesuré, 306. C'est incroyable, non? J'ai repris le truc plusieurs fois, je comprenais pas. Et alors, j'ai demandé à la sage-femme, mais je sais pas ce qui m'arrive, là, c'est bizarre. Elle reprend la main, elle fait encore un cliché, bon, oui, correct, assez rond, machin truc, et là, c'est finalement comme le deuxième. Mais vraiment sur des clichés qui sont tous d'assez bonne qualité. Et donc finalement, juste sur cette mesure-là, à PC et fémur égaux, eh bien en fait, on passe d'un 80e percentile à un supérieur au 99e percentile. C'est incroyable, non? Bon, je trouve ça incroyable. Voilà, donc sait-on peser? En tout cas, la réponse, c'est non, c'est clair, voilà, on ne sait pas peser. Alors ensuite, la question la plus épineuse, et qui est en fait là le cœur du topo, c'est au fait, c'est quoi un poids normal? Et ça revient à savoir, mais quelle courbe de poids on va utiliser? Alors il y a différentes courbes de poids. Les courbes en population,
Donc c'est l'approche qui est appelée descriptive. Bon, c'est les courbes classiques. Les courbes customisées qu'on utilise depuis quelques années et que je pense vous connaissez tous. Et puis des courbes dites prescriptives qu'on voit arriver, qui sont recommandées dans certaines sociétés savantes. Là, c'est le cas de la Société internationale d'échographie qui vient de publier ses recos là, en mai et qui sont très intéressantes, mais qui posent quand même certaines questions. Donc je vais vous présenter ces différentes approches. À commencer par les courbes en population. Donc ça, c'est les courbes qu'on utilise classiquement, ok, les courbes par exemple du CFEF, et ça correspond à la photographie d'une population à un moment donné. Voilà, donc il y a en dessous du 10e percentile, ok, c'est les petits, au-dessous du 90e, c'est les grands, c'est clair, c'est net. Mais il y a plusieurs questions qui se posent, il y a plusieurs limites. Tout d'abord, est-ce qu'on peut appliquer ces courbes-là à d'autres populations? Bon, on va dire, oui, bon, bah, c'est pas très gênant, parce que, en l'occurrence, les courbes du CFEF, c'est la population française, bon, ok. La question de réactualisation, puisqu'en fait, ben voilà, on est de plus en plus grand, de plus en plus gros. Bon, il faut régulièrement réactualiser, mais bon, c'est un travail qu'on peut faire. Mais finalement, la plus grosse limite et le véritable problème, c'est de dire que, par définition, il y a 10% de petits et 10% de trop gros. Parce qu'en fait, imaginez cette population-là, où il n'y a que des nains. On va dire, ah oui, non, en fait, Grincheux, moi je ne les connais pas. Ah, Grincheux, il est macrosome, et Hatchoum, il est hippotrophe. Non. En fait, ils sont tous petits pour l'âge gestationnel. Et là, en fait, j'ai mis les 7 nains pour être un peu sympathique, mais en fait, si on imagine une population voilà, comme le Soudan, qui est le pays le plus pauvre du monde, il y a énormément de dénutrition, il n'y a pas 10% de RCIU. Il y en a sans doute plus, peut-être 20, peut-être 30%. Et à l'inverse, les Suédois tout bien, tout beau, qui mangent sainement, qui ont un bon niveau de vie, peut-être qu'il n'y a pas 10%, mais plutôt 5% de RCIU. C'est quoi cette histoire de dire qu'il y a forcément 10%? Donc ça, c'est un vrai problème. Et finalement, cette approche en population, elle ne décrit pas la croissance idéale, et ça efface les déviations de la croissance à l'échelle de l'individu, et c'est là que les courbes customisées sont intéressantes, ni à l'échelle de la population, et on va y revenir en parlant des courbes prescriptives. Alors, les courbes customisées, vous connaissez le principe. L'idée, c'est de dire que, là, vous voyez la courbe de Gauss de la distribution des poids de la courbe en population, mais vous savez que les fœtus de sexe masculin sont un peu plus costauds, de façon physiologique. Donc, si on utilise une courbe en population pour un fœtus qui est un garçon, et qu'on prend par exemple donc, le 10e percentile, eh bien on va moins bien dépister les garçons qui sont RCIU. Et en fait, le fait d'ajuster sur le sexe, le fait de prendre en compte, enfin d'avoir des courbes pour les garçons et des courbes pour les filles, ça permet donc de ne pas sous-diagnostiquer les petits poids chez la gestationnelle chez les garçons et de ne pas non plus surdiagnostiquer les petites filles. Et vous savez que dans les courbes épopées de Hanego, il y a plusieurs paramètres qui sont à prendre en compte dans la customisation, que sont le sexe fœtal, mais aussi la taille maternelle, le poids de la maman et la parité. Alors je vous montre un exemple pratique, mais ça c'est un truc qui, pour nous c'est du quotidien. Une dame, 32 semaines, 150 cm, 45 kg, sexe féminin, et on nous l'envoie parce qu'en fait elle est au 10e percentile sur les courbes du collège. Enfin tout ça c'est du vrai. Et en fait, si on prend ces courbes customisées, qu'on prend en compte le sexe fœtal et les caractéristiques maternelles, eh bien en fait,
c'est pas qu'on est au 12e percentile, c'est qu'on est au 50e percentile attendu. En fait, ces courbes customisées, elles sont individuelles à chaque patiente. Là, pour chaque patiente, c'est une nouvelle courbe qui se crée. Alors moi, je dois dire, j'aime beaucoup cette approche, je la trouve assez intéressante et sur le plan intellectuel, moi, ça me parle, mais c'est vrai qu'il y a quand même des limites, ça, il faut bien le reconnaître. Tout d'abord, elles sont basées sur un modèle d'estimation de poids fœtal d'Hadlock qui commence à dater. Les mesures qui ont été utilisées pour construire ces courbes, ce sont des mesures sans contrôle qualité, des mesures, des opérateurs, etc. Mais en fait, la vraie question, et ça aussi c'est quelque chose que j'ai compris récemment finalement, c'est que les paramètres d'ajustement, ils sont quand même discutables pour certains. Alors, voilà les paramètres d'ajustement. Le sexe. Bon, le sexe, ça on le sait, c'est pas discutable. C'est physiologique que les garçons soient plus costauds. Ok, je parle en poids fœtal. Hein. La taille maternelle, bon, ça peut se discuter, mais en fait, je vais plutôt vous parler par exemple du poids maternel parce que ça permet de mieux comprendre. On peut comprendre que quand une maman pèse 50 kg, de façon physiologique, elle va avoir un enfant qui est plus léger. C'est pas parce qu'elle est malade, c'est pas parce qu'il y a un problème, c'est les chiens font pas des chats, tu pèses 50 kg, tu as plutôt un petit bébé. Ok, logique. Mais si on va dans les extrêmes, une maman qui pèse 40 kg, 35 kg, il y a un moment où non, c'est pas logique qu'elle fasse un petit. Elle ne fait pas un petit parce qu'elle est légère, c'est parce qu'en fait, il y a une dénutrition, il y a une pathologie maternelle, et donc il est petit. Donc on ne peut pas ajuster forcément sur tous les poids maternels, en particulier dans les extrêmes. Et c'est pareil pour la parité. Selon les courbes de Hanego, en fait, on considère que, ah oui, il est petit, mais c'est normal parce que c'est une primipare, enfin une primigeste. Et donc c'est normal que l'enfant soit plus petit parce que c'est classique que l'enfant soit plus petit pour une première grossesse. Mais il est plus petit pourquoi? Parce que c'est physiologique d'être plus petit pour une première grossesse? Ou bien c'est un problème parce qu'il y a plus d'insuffisance placentaire, plus de défauts d'invasion trophoblastique, et d'ailleurs on a plus de prééclampsie pour une première grossesse. En fait, il faut ajuster sur les paramètres qui sont physiologiques. On ne va pas ajuster par exemple sur le tabac. Là, on sait qu'une maman qui fume, elle a un bébé plus petit, mais c'est pas normal. Parce que si on commence à ajuster sur tout, sur le tabac, sur le diabète, sur plein de facteurs qu'on ne connaît pas, finalement, chacun est au 50e percentile de sa courbe de croissance. Hein, ça n'a plus aucun sens. Donc, attention quand même sur cette question-là. Et je vais passer maintenant donc, aux courbes prescriptives. Alors, c'est des courbes toutes récentes qui ont été faites au sein d'un très grand projet international, avec d'ailleurs des mesures chez le fœtus, mais aussi chez l'enfant, un gros financement de la fondation Bill et Melinda Gates. Et alors, le concept, c'est que la croissance idéale est la même pour tous les individus à partir du moment où l'environnement n'est pas défavorable. C'est-à-dire qu'on soit chinois, kényan, qu'on mesure 1m60, 1m80, que ce soit un premier enfant, un troisième truc, eh bien, si on n'a pas de maladie, si on n'a pas d'hypertension, si on n'a pas de problème, si on est bien nourri, notre enfant aura le même poids. C'est ça l'idée. Alors le concept, il est intéressant, il est quand même discutable, je vais y revenir. Mais en tout cas, sur la méthodologie, c'est une étude prospective multicentrique dans les 8 pays qui sont notés ici. Et c'est important de noter que justement, toutes les mesures, elles ont été faites de façon prospective, ce qui n'était pas le cas dans les autres courbes que je vous ai présentées jusqu'à présent. Et ça a été fait donc avec une population qui était exempte de toute pathologie, ou si on voit une pathologie, on les retirait. Donc c'est vraiment des situations où tout va bien.
il n'y a pas de dénutrition, il n'y a pas de prééclampsie, il n'y a pas de problème. Et puis, et ça c'est important aussi, une évaluation échographique régulière, toujours avec le même appareil, avec un contrôle qualité, enfin bref, au niveau méthodologie, ça il n'y a pas à dire, c'est nickel. Et donc finalement, une formule à 3 paramètres, avant il n'y a pas le fémur, maintenant il y a le fémur. Ok. Alors, dans des conditions optimales, tous les fœtus grandissent de la même manière, quelle que soit la population d'origine et quel que soit le morphotype maternel. Voilà le concept de base de ces courbes. C'est vrai que cette hypothèse, elle est intéressante, mais il me semble que c'est quand même discutable. Alors, par rapport à la population, là je remercie Laurent Salomon qui m'a donné cette dia. On voit là pour, par exemple, le périmètre crânien, qu'entre les 8 pays, les variations sont assez modestes. Il y a des variations quand même. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les variations, en fait, on a tellement de variations, ne serait-ce que dans les mesures, finalement, il ne faut pas chipoter sur ces variations-là. En revanche, je dois dire qu'il n'y ait pas d'ajustement individuel du tout, moi, ça me pose problème. Au moins sur le sexe. Il faut ajuster au moins là-dessus. Et puis, quelque part, même si je vous ai dit, ouais, non, les extrêmes de morphotype maternel, on comprend qu'il peut y avoir de la pathologie dedans, il n'empêche que, il me semble, que quand on mesure 1,60 m et qu'on pèse 50 kg, c'est physiologique d'avoir un bébé plus petit. Donc, le fait qu'il n'y ait pas du tout d'ajustement me pose quand même question. Et puis ensuite, puisqu'on a une courbe avec que des gens parfaits, que des gens dans des conditions optimales, et qu'on a enlevé toutes les pathologies, ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il y a un besoin de redéfinir les seuils. On ne va pas prendre 10%, puisque là, c'est que des gens qui vont bien. Donc il faut sans doute des seuils plus restrictifs, et ça reste encore, à mon avis, à évaluer. Alors, si on voulait faire un petit résumé sur ces différents types de courbes. Les courbes en population, c'est le peuple qui fait loi. C'est une photographie du peuple à un moment donné. Les courbes individualisées, c'est l'individu qui fait loi. Et les courbes prescriptives, c'est l'élite qui fait loi. On a une population idéale. Là, je vous ai mis Louis XVI. En vérité, ce qui fait loi, c'est l'évaluation de ces courbes-là. C'est ça, évidemment, qui va nous permettre de choisir entre ces différentes approches. Et alors, je ne vais pas vous faire toute une revue de la biblio. Par exemple, pour ces courbes prescriptives, il y a une étude flash de Necker qui montre que c'est intéressant et ça colle bien aux courbes du collège français. Mais à côté, il y a une autre publication de Jennifer Zetlin qui montre que bah non, par rapport à la cohorte ELF, ça ne colle pas. Mais bon, de façon plus générale, toutes les études qu'on retrouve sur l'évaluation des mesures de biométrie, ça commence par ça. Ok, on est en rétrospectif, et si on avait utilisé ces courbes fantastiques, eh bien on aurait détecté tant de RCIU et évité tant de morphétal in utero. Et vous voyez bien qu'il y a des biais monstrueux, évidemment, pour une situation comme ça, parce que dans la vraie vie, si on utilise des courbes en prospectif, est-ce que toutes les patientes, là, effectivement, elles auraient eu une écho? On ne dépiste pas 100% des dames en écho. Quelle surveillance aurait été mise en place quand si on avait diagnostiqué ou suspecté un petit poids pour la gestationnelle? Est-ce que toutes les patientes auraient été magnifiquement compliantes et auraient fait tout le suivi comme on l'aurait dit? Est-ce que cette surveillance aurait évité la morphétal in utero? On ne le sait même pas, ça. Et enfin, et ça je crois que c'est vraiment très important aussi de se poser la question, combien d'extractions fétales à tort et combien de prématurité induite pour éviter, soi-disant, ces morts in utero? Alors,
Je vais vous montrer finalement une seule étude. C'est un papier d'Anthony Odibo qui compare l'approche customisée, en l'occurrence c'est Gardozzi et Intergross. J'aime bien sa conclusion. Je vous laisse la lire en anglais, mais en gros, il veut dire que les deux, c'est de la merde. Voilà. On ne sait pas bien dépister les petits pois pour l'âge gestationnel. Et donc, ce qui est important, c'est d'avoir des études qui nous permettent vraiment de façon prospective d'évaluer une prise en charge. Et là, il y a cette étude qui est menée par Anego, à laquelle on a participé. On attend les résultats sous peu. Et donc là, il y avait une randomisation par centre, 4 centres approche standard en population, 4 centres utilisation des courbes customisées. Et là, on va comparer combien de petits pois pour la gestationnelle de RCIU ont été dépistés et surtout, qu'est-ce que ça a donné en termes de morbidité et de mortalité périnatale. Et c'est ce type d'étude, pour moi c'est la seule qui est de ce type-là, mais c'est vraiment ça dont on a besoin pour répondre à ces questions. Alors, qu'est-ce qu'un poids normal? On ne sait pas ce qu'est un poids normal. Mais vous avez compris que pour la pratique, en première intention, courbe en population, en deuxième intention, courbe customisée. Les courbes prescriptives, il me semble que c'est intéressant et ça fera partie de la stratégie, pour moi plutôt de l'avenir, parce que ça reste encore à évaluer. Et l'idéal, ce serait donc des courbes prescriptives customisées. Et dernière question, mais je vais répondre rapidement. Est-ce que le poids, c'est vraiment le problème, au fond? Parce que là, ça fait 20 minutes que je vous parle de l'estimation de poids. Et par exemple, pour le RCIU, est-ce que l'estimation parfaite du poids fœtal, est-ce que c'est ça qu'on cherche absolument à atteindre, avoir le gramme près le poids? La réponse, bien sûr, c'est non. Parce que le petit poids, c'est qu'un point d'appel, éventuellement un symptôme, mais ce n'est pas la maladie. On s'en fiche de savoir combien il pèse et s'il est petit. Ce qu'on veut savoir, c'est s'il va bien. Ce qu'on veut savoir, c'est le bien-être fœtal. Si on arrivait à savoir comment le bébé va, comment le fœtus va, sans passer par l'écho, sans passer en tout cas par le poids, on ne le ferait pas. Si avec des marqueurs ou avec des analyses du placenta, on arrive à voir qu'il y a une insuffisance placentaire, que le gamin ne va pas bien, qu'il y a une acidose, le poids ne sert à rien. Et pour la macrosomie, est-ce que c'est vraiment le but ultime de savoir combien le gamin il pèse? Là, ce n'est pas le bien-être le problème. Hein. Le problème, c'est est-ce que mécaniquement, bébé va bien sortir sans dystocie des épaules, en gros. Mais on voit bien que le poids, ce n'est pas complètement le problème là aussi. Parce qu'en fait, qui pèse 4 kg, 4 kg 5 n'est pas la question. La question, c'est que ça ne sert à rien de faire passer un carré dans un triangle. Ce n'est pas seulement le poids, c'est la forme, la répartition des graisses, la forme du crâne, la forme du bassin, la taille du bassin. Donc le poids, ce n'est pas vraiment la question. Donc est-ce que le poids est le problème? Le poids n'est pas vraiment le problème. Du coup, comment on s'en sort? Il y a deux choses. Déjà, pour moi, ne pas nuire. Ne pas nuire avec ces biométries et garder du discernement et ne pas rester scotché au percentile. 9e, ça va pas. 11e, tout va bien. Non, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Parce qu'on peut induire de l'hiatrogénie et il faut faire attention à ça. Et aussi, et je crois que ça c'est très important, il ne faut pas se limiter à la biométrie, il faut voir s'il y a une pathologie maternelle, voir les dopplers, le liquide, les mouvements, le tracé, les antécédents. Moi, il y a une patiente qui est au 11e percentile, mais avec une HTA, un instant de pré-éclampsie, ça m'inquiète beaucoup plus finalement que quelqu'un qui est avec un fœtus au 3e percentile, mais qui a déjà eu un bébé chez qui tout allait bien et qui va nickel, qui est toute fraîche.
c'est pas seulement le percentile. Et donc, pour conclure, je crois que c'est ça qu'il faut imaginer, c'est qu'on connaît nos limites, et donc il faut aller justement au-delà. Merci de votre attention. Je voudrais compléter un petit mot, c'est que Laurent Salomon, il est en train un peu de revenir sur Intergross, et quand il a présenté la semaine dernière aux Journées françaises d'échographie fétale, il a vraiment clairement dit que, par exemple, Adloc était un peu meilleur qu'Intergross. Il est en train de niveler un peu son propos, et je pense que c'est une bonne chose. Israël, excuse-moi. Merci pour ce topo. On dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais non, par-dessus. Il y contribue. On dit souvent que le poids, c'est pas le problème. Mais c'est pas pareil de mesurer un 600 grammes d'un 800 grammes, et ça, tu le fais pas cliniquement. Et c'est pas pareil d'avoir une estimation pondérale à 4,2 kg et une à 5,2 kg. Et ça, cliniquement, tu le fais pas. Donc je veux bien qu'on dise le poids, c'est pas le problème, mais il y contribue au problème. Et donc, je crois qu'il faut faire très attention à pas être complètement négatif sur le poids. Certes, on a du mal à l'apprécier. Peut-être qu'on saura mieux l'apprécier à l'avenir. Mais le début de la réflexion, ou la réflexion, comporte dans le faisceau d'arguments le poids. Et que ça fait très longtemps qu'on est à la recherche de ce Graal, d'avoir, pour réfléchir, le poids comme fondement. Le topo que tu viens de présenter a quand même une incidence extrême. C'est que voilà 2 ans, il y a une partie des échographistes de France qui a dit « on va mettre sur tous les échographes de France les courbes prescriptives », et l'autre partie des échographistes de France qui a dit « on va rester aux courbes descriptives ». Personnellement, je n'avais pas d'avis scientifique entre les deux, mais la catastrophe, ce serait qu'au niveau national, on est 2 groupes de gens qui, les uns pour des histoires d'adhésion à un groupe, les autres pour des bons arguments scientifiques, se mettent à utiliser des courbes différentes, et ça, ce serait la cacophonie. Donc ma remarque, c'est le poids, c'est peut-être pas le Graal, mais on s'y intéresse quand même tous, et dans la réflexion, on aime bien savoir si on a affaire à un tout petit poids, et c'est surtout dans les extrêmes, je suis d'accord. Au milieu du gué, c'est pas très important, mais n'oubliez pas que quand vous êtes sur un 27 semaines, c'est pas pareil si ce 27 semaines à 500 grammes que si ce 27 semaines à 1000 grammes. Et cliniquement, il n'y a pas d'autre moyen d'apprécier le poids que de le mesurer. Non, mais je suis d'accord avec toi, bien sûr, Israël. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut prendre ce poids avec discernement. Et l'autre chose, quand je dis le poids, au fond, c'est pas le problème. C'est pas pour dire « Ah oui, en fait, on s'en fout, on mesure pas, bien évidemment. » Je voudrais pas que mon propos ait été mal compris. C'est de dire que pour les recherches à venir, pour ce sur quoi on doit travailler, c'est pas en fait essayer d'estimer au gramme près. Parce qu'au fond, c'est quand même pas la question si on arrivait à avoir d'autres modèles. Par exemple, pour le RCIU, je crois beaucoup plus dans des travaux d'Olivier, par exemple, pour essayer d'apprécier le placenta ou d'autres travaux sur le bien-être que s'acharner à trouver au gramme près et les courbes qui vont bien. Alors, je suis quand même complètement d'accord avec Israël. Comme sur plein d'autres sujets, la taille, ça compte. Ok. Oh, je ne pouvais pas m'en empêcher. Mais moi, je m'en suis empêché quand même. Non, sur un des points que tu as évoqué, mais en restant très politiquement correct, c'est l'impact de nos pratiques. Parce qu'il y a un impact très négatif de nos pratiques, parce qu'à nouveau, sur le dépistage, on a beaucoup de faux positifs. Alors, en valeur prédictive, on reste très élevé. En valeur prédictive négative, on est à 95%. Sauf que les 5% de faux positifs en population générale, ça représente autant de bébés qu'on a pris pour des RCU, avec les mamans qui étaient derrière, angoissées, parce qu'il n'y a rien de pire pour une maman qu'on lui dise que son bébé est trop petit. Quand on leur dit qu'il est très gros, en général, elles sont hyper fières. Quand on leur dit qu'il est trop petit, ça pose souci. Donc, primo, elles sont angoissées, mais derrière, en plus, on a des actions. Et ça, on l'avait regardé sur l'ancêtre de ELF, qui est l'étude Eden. Pour un vrai positif de RCU dépisté
que du coup on faisait naître plutôt sans jamais, et ça c'est l'autre souci, c'est qu'on n'a jamais démontré un terme proche du terme, parce que le sujet, c'est ceux qui sont proches du terme, c'est pas les grands prémains. Pour un vrai dépisté qu'on déclenchait, on avait autant de faux positifs qu'on faisait naître aussi prématurément pour rien. Et je crois qu'il y a le poids, il y a tout ce que tu expliquais, il y a le bien-être du fœtus avec le placenta, mais peut-être retravailler aussi les Doppler du fœtus. Et derrière, il y a qu'est-ce qu'on en fait en pratique, quoi. Encore une question, Richard? Je peux? La dernière, mais alors, j'avais demandé à Olivier une question courte, mais il n'a pas su faire. Non, c'est tout court. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un score, comme tu as dit, ça dépend de ses antécédents, etc., etc. Un score qui nous permettrait de placer la patiente à risque, et à bas risque, à haut risque, et celle qui serait à haut risque, elle serait surveillée, et celle qui est à bas risque, elle serait moins surveillée? Ouais. Non, c'est une bonne idée. Non, je pense, oui, c'est une bonne idée, mais en fait, on pourrait faire des scores pour tout. Et en attendant d'avoir des scores, ben, en fait, c'est un peu l'art. Il y a des scores. Ah, il y a des scores là-dessus, il y a ouais. des scores dans l'extrême prématurité, dans le retard de croissance, mais voilà, après, ça dépend aussi. Les scores déterminent la prise en charge néonatale, qui est tellement dépendante de ce que savent faire les pédiatres qu'ils sont difficilement applicables en population, en tout cas. Ça dépend tellement du centre. Mais bon, en tout cas, c'est sûr qu'avec un score ou sans score, le message, c'est qu'il ne faut pas se limiter aux biométries et prendre la patiente dans son ensemble. Merci, Nicolas.